Mais si vous vous souvenez très bien, la question liée à la sécurité a toujours été dans le cœur de l'action du chef de l'État. La mise en place de la loi de programmation militaire ne date pas d'hier. Maintenant, la question de la réduction des trains de vie des institutions est allée crescendo. Rappelez-vous que lorsque le président de la République prend le pouvoir dans son discours d'investiture le 20 janvier d'il y a un an, il a été clair pour dire qu'il fallait que le gouvernement puisse intégrer dans son programme la réduction des trains de vie des institutions. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons donc en République démocratique du Congo avec Jean-Thierry Monsenepo, le cadre de l'Union sacrée de la Nation, pour aborder deux sujets majeurs, l'agression rwandaise en RDC et la situation politique en RDC avec le remaniement du gouvernement et des déclarations de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila qui a décidé de sortir du silence après 6 ans. Alors bonsoir Monsieur Monsenepo, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je l'ai dit, Joseph Kabila refait surface et il n'a pas manqué de critiquer la gouvernance actuelle. Est-ce que le président Félix Tshisekedi, en appelant à un remaniement gouvernemental, montre que c'est une mauvaise gestion du pays et donc met en place ce remaniement? Est-ce qu'il montre à Joseph Kabila qu'il a raison sur la mauvaise gestion du gouvernement? Merci beaucoup, madame. Bonjour. Et je salue également tous les téléspectateurs de votre chaîne de télévision. D'abord, il faut savoir que pour mieux appréhender la question de l'intervention de l'ancien président Joseph Kabila, aujourd'hui sénateur à vie, il faut questionner les chiffres. Il n'y a pas d'autres alternatives pour se demander si réellement il y a une question de mauvaise ou de bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Et lorsque l'on questionne le chiffre, on se rend bien compte que de 2006, lorsqu'il prend le pouvoir, et lorsqu'il le quitte en 2018, tout cela est concentré sur des chiffres qui sont aujourd'hui en nette augmentation par la gestion de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC. Et donc, si on doit questionner ces chiffres, qu'est-ce que ces chiffres nous renseignent? Premièrement, que l'indice de développement humain est en hausse. La RDC a gagné pratiquement 6 points et cela va du fait que il y a une amélioration en ce qui concerne l'accès aux besoins sociaux de base, c'est-à-dire grâce à la couverture santé universelle et à la gratuité de l'accouchement pour les mères. Deuxièmement, grâce à la gratuité de l'enseignement. Pratiquement pendant les 6 années où cette action sociale du chef de l'État a été mise en place, il y a plus de 6 millions d'enfants congolais qui ont retrouvé le chemin de l'école. Donc cela apporte un net recul de ce que l'on peut appeler le taux d'analphabétisation de notre pays. Troisièmement, il y a aujourd'hui les fonctionnaires de l'État, dont la plupart n'étaient pas du tout mécanisés, qui sont aujourd'hui mécanisés, qui sont pris en charge par le Trésor public. On est en train de parler d'à peu près 500 000 personnes qui ont été enregistrées et qui aujourd'hui ont trouvé le travail. Cela est un recul de la pauvreté. On parle du programme de développement de 145 territoires qui a permis à ce qu'il y ait aujourd'hui une représentation des bureaux de territoire sur le plan administratif dans tous les 145 territoires de la RDC, avec en sus la construction des écoles et la construction des hôpitaux et des centres de santé. Donc, sur le plan de ce qui est fait, il y a une amélioration. Et pour finir, regardez le chiffre en termes de budget. Nous avions en 18 ans passé d'un budget de 300 millions de dollars à 5 millions, à 4 milliards à peu près. Mais sous Félix Tshisekedi, de 2018 seulement jusqu'en 2024, nous sommes aujourd'hui à un budget de 16 milliards de dollars, une augmentation d'à peu près 209%. Ce qui veut dire clairement que sur le plan des chiffres, il y a une amélioration. Dire qu'il y a une mauvaise gouvernance, il faut bien dire à quel moment. Rappelez-vous que sous Joseph Kabila, il y a eu une mise en place d'un conseiller spécial en charge de la lutte contre la corruption. Il existait aussi l'inspection générale des finances. Mais il a fallu l'arrivée du président Félix Tshisekedi pour que cette inspection générale des finances puisse aujourd'hui activer tout ce qu'il y a comme mécanisme pour lutter contre la corruption. Hier, il y avait 20 milliards de dollars en termes de coulage des recettes publiques parce qu'il y avait des exonérations fantaisistes.
il y avait des détournements de deniers publics au sein des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics qui aujourd'hui n'existent plus. Ces 20 milliards de dollars qui étaient en coulage sont aujourd'hui captés par le Trésor public et ça permet justement, d'une part, l'augmentation du budget de l'État qui favorise les investissements du gouvernement, qui favorise également l'augmentation du budget de notre défense nationale. En 3 années, nous avons dépensé près de 2 milliards et demi en termes de renforcement des capacités des FARDC. Tout cela sont des éléments qui, aujourd'hui, renforcent la politique qui est présentée par le président Félix Tshisekedi, contrairement à ce que dit l'ancien président Joseph Kabila. Qu'en est-il de la crise sécuritaire? Parce que dans ses déclarations, Joseph Kabila a accusé le président d'être le commanditaire derrière les rébellions du M23. Comment expliquer cela alors que, rappelons-le, hein, l'Union sacrée a été fondée dans cette même tension lors de la coalition du Cap pour le changement et le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila? Non, mais d'abord, vous devez savoir que la population congolaise aujourd'hui est totalement déçue de la sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila. Premièrement, parce que cette sortie médiatique viole les dispositions pertinentes de la loi sur les anciens chefs d'État. Deuxièmement, M. Joseph Kabila est aujourd'hui sénateur à vie. Il appartient à une institution et qu'il faut nécessairement, en tant que membre de cette institution-là, respecter les prescrits de leur règlement d'ordre intérieur. On ne peut pas parler de la République démocratique du Congo sans mandat en dehors du territoire national lorsque l'on a ces fonctions-là. Troisièmement, le peuple ou l'opinion attendait à ce que le président Joseph Kabila puisse condamner l'agression rwandaise, comme aujourd'hui le fait non seulement les hauts cadres de l'Union sacrée, mais aussi le peuple congolais en général, en commençant par le président de la République lui-même, mais aussi la communauté internationale. Mais à la grande surprise de tout le monde, il a tenté de légitimer le combat de ces terroristes qui, en réalité, ne sont que des factoctomes de l'armée rwandaise, comme cela a été établi par plusieurs rapports des Nations Unies. Donc, lorsque le président Joseph Kabila fait cette sortie et qu'il essaye de dédouaner le M23, cela correspond exactement à l'agenda du Rwanda qui a toujours, depuis 1986, tenté de nationaliser son agression en République démocratique du Congo. Rappelez-vous qu'en 1996, lorsque Paul Kagame attaque via l'AFDL le Zaïre de Mobutu, le sujet principal, c'était de retrouver les génocidaires Hutus qui s'étaient enfouis en 1994. Plus tard, le sujet a changé pour devenir le renversement du président Mobutu avec un visage qui était Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais lorsque ce dernier se révolte contre le Rwanda, il explique qu'en réalité, c'était une action du Rwanda pour déstabiliser le Zaïre. Plus tard encore, il y a d'autres visages qui sont parus. Nous nous souviendrons de Laurent Kunda, de Bosco Taganda, de Runiga, et aujourd'hui de Bissimo et de Corneille Nangaa. Et donc, lorsque un ancien président de la République, qui a participé en 2012, lorsqu'il était chef de l'État, à combattre ce mouvement terroriste, sans pour autant condamner le Rwanda, mais qu'aujourd'hui ils reviennent pour légitimer leur quête, cela pose énormément de problèmes. Et nous sommes aujourd'hui enclins à dire qu'il y a une collusion entre Joseph Kabila et le Rwanda via le M23. Donc la réconciliation n'est pas possible entre Tshisekedi et Kabila car tout le monde se renvoie la faute sur la situation. Donc cette unité, cette union donc nationale visée par le président Félix Tshisekedi sera-t-elle longue à mettre en place? Mais madame, vous devez savoir que lorsqu'il faut danser le tango, il faut être à deux. L'union nationale que Félix Tshisekedi souhaite pour que nous puissions faire bloc en interne contre cette agression, c'est avec ceux et celles qui ont réellement de la bonne volonté et qui souhaitent aller dans le sens de consolider l'intégrité territoriale contre une agression extérieure. Mais lorsque vous avez une cinquième colonne, avec des Congolais qui aujourd'hui acceptent d'être le visage national d'une agression reconnue par le monde entier, comprenez très bien que cela est une équation difficile parce que vous allez en ce moment-là intégrer le charançon dans le fruit. Vous allez certes prôner l'union nationale, faire des pactes politiques avec des personnalités qui en réalité ont prêté allégeance à une force étrangère. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas enclins à penser qu'il faille faire une union nationale pour le faire seulement, mais il faut qu'il y ait une union nationale de sincérité qui permette réellement que nous puissions apporter aux Congolais ce qu'ils veulent. Si le président de la République souhaite à ce qu'il y ait un gouvernement d'union nationale, c'est parce que, de un,
Ils souhaitent mobiliser tous les Congolais autour de cette agression pour que nous puissions faire bloc, parce que nous ne pouvons pas, au moment où ce pays est agressé, donner lieu à des fissures en interne, à des possibilités de divergence entre Congolais. Deuxièmement, c'est pour mobiliser le maximum d'idées, de forces, de recettes pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire ces agresseurs et ces terroristes. Et troisièmement, pour garantir à notre population un visage unique en ce qui concerne la réponse que nous devons donner à cette agression. Cela, non seulement pour consolider notre territoire national et notre intégrité, mais aussi pour donner une possibilité à ceux qui nous soutiennent sur le plan international de se dire que les Congolais sont un et donc nous devons marcher avec eux. Et vous, Monsieur Mossenepo, qu'espérez-vous donc de ce remaniement? Car le gouvernement dirigé par Judith Suminwa a mis l'accent sur la création d'emplois avec un objectif ambitieux, donc de 6,4 millions d'emplois d'ici 2028. Et la sécurité également, un pilier essentiel de l'action gouvernementale et avec un accent beaucoup centré sur la justice. Qu'espérez-vous? Bon, écoutez, d'abord, il faut reconnaître que le gouvernement de Judith Suminwa est en train de marcher dans le sens de la vision du chef de l'État, une vision qui a mis le Congolais au devant de son action. Et vous avez vous-même décliné cette offre politique au travers le besoin de pouvoir donner une bonne justice aux Congolais, assurer une bonne sécurité, d'où la loi de la programmation militaire, qui est une première dans notre pays, c'est-à-dire l'augmentation du budget de la défense nationale, mais aussi la création des emplois. Mais madame, vous devez retenir que tout cela aujourd'hui est mis en moule parce que nous avons un problème d'ordre sécuritaire qui aujourd'hui prime au-dessus de tout. Parce que, observez par vous-même, en 3 années, nous avons dépensé près de 2 milliards pour armer nos forces loyalistes. Comprenez donc que ces 2 milliards-là pouvaient construire 2000 kilomètres de route. Donc d'ici à Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. Mais cela aujourd'hui est sacrifié parce que nous devons concentrer cet argent dans la guerre. Le gouvernement avait donné la possibilité d'investir dans plusieurs secteurs, notamment, je venais de vous le dire en liminant de cette émission, sur le programme de développement de 145 territoires. Mais aujourd'hui, tous ces moyens sont concentrés uniquement pour la guerre. Donc, le pays est également buté au risque pays, c'est-à-dire dans le marché de l'emprunt, là où on pouvait engranger des montants qui pouvaient nous servir pour le développement de notre pays à des taux préférentiels. Aujourd'hui, nous serons frappés à des taux très élevés parce que nous sommes dans une période particulière. Donc, la nécessité aujourd'hui, c'est de quitter du cap du développement, c'est très dur à le dire, mais il faut l'accepter, du cap du tout social à un cap de tout sécurité pour répondre aux agrégats actuels. Donc, le gouvernement d'union nationale appelé par le chef de l'État aura comme responsabilité principale de ne se concentrer que sur la question sécuritaire d'abord. Et est-ce que c'est pour cela qu'il faut des nouvelles têtes donc au gouvernement parce que pouvons-nous justement retenir de ce gouvernement? Est-ce qu'il faut changer aussi les têtes qui sont en place? Mais écoutez, il ne faut pas nécessairement qu'il y ait des changements de tête, mais plutôt il faut une juxtaposition des idées. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons un gouvernement qui est en train de travailler et qui a permis au pays d'enregistrer les chiffres que je venais de vous présenter ici, et même une croissance qui est très positive, attendue à peu près à 5 ou 6% pour cette année, selon les données du FMI et de la Banque mondiale. Mais il faudrait une juxtaposition beaucoup plus grande en intégrant dans cette équipe, en ajoutant dans cette équipe des personnalités qui auraient une vision différente de la nôtre, pour permettre à ce que, justement, nous puissions dégager un consensus en ce qui concerne la réponse que nous devons donner à cette guerre. Donc, nous ne sommes pas dans une posture de remplacement, mais plutôt dans une posture de renforcement de capacité du gouvernement, avec une juxtaposition d'idées de ceux qui viennent de l'opposition, de ceux qui viennent de la société civile, pour qu'ensemble, nous puissions donner une réponse à ce qu'il y a aujourd'hui identifié comme agression en République démocratique du Congo. Seriez-vous favorable au retour de Nicolas Kazadi, l'ancien ministre des Finances? Bon, écoutez, M. Nicolas Kazadi
a été ministre des Finances de notre pays. Il a eu à engranger des actions positives pour ce pays. Il est congolais, c'est une personnalité politique de grande envergure. Il est pétri de talent et d'idées pour ce pays. Donc c'est tout à fait normal qu'en cette période, les Congolais qui remplissent les critères comme M. Nicolas Kazadi puissent apporter leur grain au moulin. C'est tout à fait logique et normal. D'accord. Et que pensez-vous donc de la demande en début février du président qui a demandé aux institutions publiques de l'État de réduire leur train de vie afin d'apporter plus de soutien aux forces des défenses de la République? D'abord, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la mobilisation des recettes devrait augmenter dans le sens des équipements, de modernisation, de la mobilisation, de la mécanisation de notre armée. Et que pour cela, il est nécessaire à ce que les différentes facettes de la vie publique de l'État puissent se sacrifier et se sevrer à certaines échelles pour permettre à ce que le Trésor public puisse avoir suffisamment de moyens pour investir dans la sécurisation de notre territoire national. Et donc, c'est tout à fait logique qu'il y ait une réduction du train de vie des institutions. Personnellement, je suis président de conseil d'administration d'une société du portefeuille de l'État, COBIL, et nous avons eu des instructions claires en ce qui concerne la réduction des trains de vie, des avantages des mandataires que nous sommes. Nous avons même mis à disposition du gouvernement certains de nos entrepôts. Nous avons même mobilisé des recettes supplémentaires par rapport à la participation budgétaire que nous faisons chaque année pour permettre au gouvernement d'avoir suffisamment de moyens pour soutenir l'action de notre armée. Donc cet appel lancé par le chef de l'État pour la réduction du train de vie des institutions est aujourd'hui palpable et concrète. Cela a permis, entre autres, à ce que Madame la Première ministre, Madame Judith Suminwa, vous avez suivi, puisse disponibiliser d'une enveloppe supplémentaire pour nos militaires qui sont au front. Et rappelez-vous, le chef de l'État, il y a 2 semaines, de l'avant-dernier Conseil des ministres, a décidé d'une prime spéciale pour les militaires qui sont au front, d'un doublement de leur solde et d'un appui systématique social pour leurs familles qui sont restées ici à Kinshasa. Tout cela est rendu possible parce que d'une part, il y a une mobilisation des recettes classiques, mais aussi des fonds supplémentaires qui découlent de ce que nous avons pu sevrer comme avantage social et aussi des mobilisations que chaque entreprise a eu à faire et chaque institution également. Mais pourquoi l'avoir appliqué maintenant alors que la crise sécuritaire était déjà installée depuis longtemps? Mais si vous vous souvenez très bien, la question liée à la sécurité a toujours été dans le cœur de l'action du chef de l'État. La mise en place de la loi de programmation militaire ne date pas d'hier. Maintenant, la question de la réduction des trains de vie des institutions est allée crescendo. Rappelez-vous que lorsque le président de la République prend le pouvoir dans son discours d'investiture le 20 janvier d'il y a un an, il a été clair pour dire qu'il fallait que le gouvernement puisse intégrer dans son programme la réduction de train de vie des institutions. Et lors de son adresse devant le Parlement pour avoir le quitus de son gouvernement, Madame Judith Suminwa est encore revenue sur la question. Donc, ce n'est pas un fait conjoncturel, mais c'est une vision du chef de l'État sur les réductions de vie des institutions en vue de pouvoir soutenir l'action sociale, mais aussi l'action militaire et sécuritaire. Mais maintenant, lorsque nous avons l'escalade sur le plan sécuritaire, il est tout à fait normal que nous puissions aussi avoir des actions beaucoup plus évoluées en ce qui concerne justement cette réduction du train de vie des institutions. Dernièrement, un rapport a dénoncé le train de vie des élites politiques rédigé par la coalition de Le Congo n'est pas à vendre et le réseau panafricain de la lutte contre la corruption. Ils ont recommandé de fusionner donc certaines structures comme l'agence anticorruption de la présidence avec l'inspection générale des finances. Ils ont également suggéré de supprimer des organisations jugées inutiles et coûteuses comme le Conseil économique et social. Pour vous, est-ce que c'est une bonne solution de mettre ça en avant pour justement redistribuer les richesses nationales? Je ne sais pas si sur base de quoi exactement ce rapport se base. Il ne faut pas seulement regarder les actions des institutions ou des structures de l'État à l'aune
de ce que cela coûte au Trésor, mais il faudrait plutôt réfléchir à ce que ces structures ramènent au Trésor public en termes d'actions dans le domaine qui sont les leurs. Aujourd'hui, le Conseil économique et social a son importance. L'APLC a permis de mettre en place certains systèmes qui, aujourd'hui, empêchent le coulage des recettes publiques, parallèlement à l'action de l'inspection générale des finances. Et ce sont des structures, certes complémentaires à un niveau, mais qui ne sont pas dans les mêmes acabits. Il faut comprendre donc qu'aujourd'hui, la question doit se poser non pas dans le sens de fusionner ces services pour réduire le coût, mais plutôt de les rendre beaucoup plus opérationnels parce que, je vous le répète ici, la question de la corruption et des coulages des recettes publiques est un cancer dans la gestion gouvernementale, non seulement au Congo, mais généralement en Afrique. Et donc, lorsque le chef de l'État a ainsi placé des éléments qui permettent de manière factuelle à empêcher une aggravation de cette situation que l'on appelle la corruption, eh ben, il faut appuyer ces structures, mais réfléchir sur les possibilités de les rendre beaucoup plus opérationnelles. On arrive bientôt vers la fin de l'émission et Monsieur Monsenepo, après la prise de Roussamambo dans le territoire de Walikele, les rebelles du M23 menacent désormais la cité de Pinga. On rappelle que le Conseil de sécurité a condamné le M23 soutenu donc par les FDR et ont exigé leur retrait immédiat. Mais dans le sud Kivu, ils sont désormais présents à Walungu. Ils ont élargi 4 contrôles sur 8 territoires que compte la province. Là, en plus, la province qui est de la ville de Bukavu, en plus de la ville de Bukavu. Comment expliquez-vous qu'une milice de 3 à 4 000 hommes envahisse le Congo face à une armée congolaise qui représente plus de 1600 militaires? Il faut savoir, madame, que l'armée congolaise doit se déployer normalement sur un territoire qui est de 2 345 409 km² et que l'Est ne représente pas le seul théâtre des opérations. Rappelez-vous que dans le Grand Nord, en Ituri, notre armée se bat depuis très longtemps avec plusieurs groupes armés. Rappelez-vous également qu'il y a très peu de temps, il y a encore une fois des poches d'insécurité qui sont nées dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, dans la province du Mai-Ndombe, non loin de Kinshasa. Donc l'armée se déploie à tous ces endroits-là et en Équateur également dans le nord. Donc, il ne faut pas justifier le nombre de ces terroristes par rapport à l'action qu'ils sont en train de porter. Maintenant, pour la question de l'Est, aujourd'hui, le Conseil de sécurité a demandé le cessez-le-feu et le retour de ces terroristes au lieu où ils étaient avant les agressions qu'ils ont eu à faire. Notre armée ne peut pas être la première force à violer cette recommandation, cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque nous sommes un pays respectable. Nous avons en face de nous des voyous qui sont en train de se comporter tels que les réglementations internationaux ne comptent pas pour eux. Les décisions du Conseil de sécurité non plus. Donc, nous sommes en train de nous préparer, d'une part, à aller dans le sens de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi à défendre notre territoire. Et vous pouvez vous renseigner, les quelques percées que ces terroristes ont eu à faire avec la coalition RDF n'a pas pu marcher parce que l'armée est à pied d'œuvre et debout pour défendre le territoire national. D'ailleurs, je réitère mes propos, c'est 160 000 militaires et non 1600. Pour clôturer, pendant que ces combats se poursuivent, que dire aux millions de Congolais qui vivent donc sous cette menace constante? On parle donc de 7 millions de déplacés. Qu'avez-vous à leur dire? C'est catastrophique et c'est inacceptable que nous ayons autant de déplacés internes alors qu'ils sont dans leur propre pays. Cela est la preuve de la barbarie de ce qui est aujourd'hui orchestré par le Rwanda, soutenu par certains Congolais, notamment le M23 et l'Alliance Fleuve Congo. Le gouvernement de la République fait des efforts pour donner des réponses sociales et des accompagnements, ainsi que la communauté internationale, à tous ces Congolais qui sont aujourd'hui déplacés. Rappelez-vous qu'il y a quelque temps, la Première ministre a mobilisé des fonds pour que le ministère en charge des questions humanitaires et sociales puisse régler certains appuis stratégiques à ces Congolais qui sont en déplacement. Très vite, le souci du chef de l'État, c'est de pouvoir donner une réponse définitive à cette question. Parce que
aller dans le sens d'un dialogue pour accepter les mixages et les brassages avec ces terroristes va donner lieu demain à la création du M24, M25 et qui fait encore. Donc il faudrait cette fois-ci, c'est vrai, qu'il y ait énormément de patience auprès de nos compatriotes. Et nous, ici, nous ne cesserons de nous mobiliser pour qu'il y ait une réponse définitive à ces actes de terrorisme et de déstabilisation. Mais nous sommes chaque jour de cœur avec nos compatriotes qui aujourd'hui sont en train de souffrir à cause de l'appétit vorace d'un seul homme, M. Paul Kagame, qui en réalité ne pense et ne jure que sur le pillage des richesses de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Jean-Thierry Monsempo. Donc vous êtes le cadre de l'Union sacrée de la Nation. Merci à vous, très chers téléspectateurs. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux entretiens du jour sur Global Africa Télé Sud.